Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Ce matin, la nouvelle formule de Capital, le magazine Capital, et on va en parler avec Élodie Mandel. Bonjour, vous êtes la directrice des rédactions économiques du groupe Prisma. Et donc, vous allez nous parler de ce nouveau Capital qu'on vient de recevoir, tout nouveau, tout frais, il sort aujourd'hui. On va y revenir avec vous, la une, génie des fourneaux des affaires, les chefs nous ouvrent leur cuisine et leur compte. Vraiment, ils vous ont ouvert leur compte ? Tout à fait, oui. Ouais. On a enquêté, et on dévoile les coulisses de leur business. Ça gagne bien ? Alors ça dépend pas tant que ça en fait. Ça qui est intéressant dans le business des chefs, c'est en fait avoir un restaurant étoilé notamment, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. D'ailleurs c'est pour ça en fait qu'ils créent des partenariats à côté, parce qu'en fait cette activité qui prend la lumière, c'est aussi à la fois extrêmement chronophage, mais du coup également pour leurs finances, pas forcément ce qu'il y a de plus lucratif. Mais toujours les chiffres, beaucoup de chiffres, une maquette très, très lisible. Hein, je feuillette au fur et à mesure avec beaucoup de sujets. On va y revenir avec vous dans un instant. Et on gagne bien sa vie quand on travaille pour Capital ? Le journalisme est-il le métier le mieux bien ? Je ne pense pas. Non, c'est pas le métier. Et en presse écrite encore plus. C'est ça. En l'occurrence, journalisme en général, on sait que c'est plutôt un métier qu'on fait par passion. Vous vous prenez pour Jordan Deluxe ? Non. C'est parce que comme vous êtes parti sur l'argent des chefs, j'en ai profité pour une petite boutade pour le lancement de ce Capital. Allez, Capital, l'émission n'a rien à voir avec le magazine. Rien à voir. Il faut bien le préciser. Ça va être dans mon zapping, madame. Pardon. Je découvre le zapping aussi, comme tous les matins. Allez, le zapping. Teasing. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, Valérie et Élodie, évidemment, j'ai fait un zapping économique, un zapping Capital pour vous, en l'honneur de la sortie de cette nouvelle version du journal Capital. J'ai commencé par la hausse dans les transports à la SNCF, mais aussi des avions. Alors si la grève est finalement restée au sol, le prix des voyages cet été vont décoller pour vos vacances. Vous allez payer cher vos voyages en avion. C'était dans le journal de 13h. Billets d'avion pour cet été coûteront plus cher. Environ 10% de plus qu'il y a un an pour les moyens courriers, et vous l'avez remarqué. Quand on voit que pour passer un week-end en Corse, c'est 500 ou 600 euros l'aller-retour en basse saison et 800 ou 900 en pleine saison, c'est pas normal. En juillet-août, Ryanair compte même augmenter encore ses prix de 5 à 10% par rapport à aujourd'hui. La faute à des retards de livraison. La compagnie avait commandé 57 Boeing pour cette année. Seuls 40 ont été livrés. Moins de passagers, donc moins d'argent. Mais ce n'est pas le seul problème. Les appareils neufs, donc ceux qui n'ont pas été livrés, sont beaucoup plus économes en carburant. Donc quand on est obligé de continuer à utiliser des appareils anciens, on dépense plus de carburant. Et oui, le prix des voyages. Et c'est un sujet du journal de 13h. Et puis, nous, on aura Zone Interdite qui a fait une enquête sur Zone Interdite. Zone Interdite sur la SNCF la semaine prochaine. C'est incroyable quand même le coût des voyages. J'imagine que souvent vous en parlez dans Capital. Le pouvoir d'achat, oui, c'est la préoccupation principale des Français surtout. On en parle beaucoup avec la consommation, etc. Et évidemment les vacances. Pourquoi ? Parce que les vacances, c'est la soupape. C'est là effectivement où on se retrouve en famille, etc. en tribu. Et effectivement, dans le coût des voyages, ça a un impact sur la vie des Français. On en parlait hier justement à la SNCF. Aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre le train. Le TGV coûte extrêmement cher si on est dans les clous des vacances. Et pourtant, ils disent l'inverse, mais ils ont tort ou pas ? Est-ce que vous avez un peu enquêté là-dessus ? En l'occurrence, il y a des cartes de réduction qui permettent effectivement, j'allais dire, de s'en sortir un petit peu mieux. Un peu mieux, oui. Voilà. Et sur le site internet, on essaie justement aussi de pouvoir donner des conseils, des astuces, c'est-à-dire en fait prendre les places dès que les billets s'ouvrent, notamment sur le site de la SNCF. Quelles sont les alternatives, notamment en fait les concurrents de la SNCF, car oui, sur certaines lignes, il y a des concurrents, parce qu'effectivement, quand on est une famille de 4 personnes, pouvoir prendre le train, le TGV, effectivement, c'est un coût important que toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Bien Restons avec l'économie. Je vous ai dit, j'ai fait un zapping pour vous et le drame de la verrerie Duralex, qui donc hier a été placé en redressement judiciaire pour une période de 6 mois. Duralex, c'est évidemment ces verres de notre enfance. Avec le chiffre au fond et le fameux... Et t'as quel âge, toi ? Ce verre me rappelle mon enfance, ces repas à la cantine. Très solide, moi j'apprécie beaucoup. Il fallait prendre le verre et on pouvait le jeter partout parce que c'était incassable. À chaque fois, on se demandait entre nous quel âge on avait et c'était le chiffre qui était indiqué au fond du verre. Celui qui est plus petit, c'est lui qui débarrasse sa table. Et quand on était vieux, fallait faire le vieux, quand on était petit, fallait faire le petit. 15 ans. J'adore ces verres. 46. 15 ans.
Vous êtes le plus vieux, vous allez chercher l'eau au pichet. C'est drôle, on a tous une histoire avec ces verres. Alors, il y a un auditeur qui fait une blague, Stéphane, notre fidèle auditeur, il dit Duralex en redressement, ça devient Durex. Très bien. Voilà, je n'y résiste pas. Je dois écouter le journal de Sud Radio le matin. Alors tout le monde avec Fabrice, avec Frédéric Brindel. Alors tout le monde a fait évidemment la confusion entre le journal Capital et l'émission Capital d'M6 qui n'a jamais eu de lien de près ou de loin. Mais hier, dans cet avou, Julien Courbet a expliqué comment il s'était retrouvé à la présentation de Capital. Non, parce que hier... c'était le départ de Nicolas Taverneau. Le départ de Nicolas Taverneau, c'était pas du tout... mais il n'était même pas question de Capital. En fait, j'avais très peu de choses quand je suis arrivé sur M6 qui étaient prévues. Et lors d'une discussion, je ne sais plus, avec un cadre d'M6 qui m'a accueilli, j'ai dit, vous savez, le jour où vous faites un casting pour Capital, je le ferai le casting. Je veux bien faire le casting. Mais pourquoi ça t'intéresse? Oui, il est monté dans les étages et j'ai reçu un coup de fil 2 jours après. La grosse voix. Bravo, Julien Courbet, Nicolas Taverneau. Il paraît que vous voulez faire ta Capital? Vous êtes sûr de votre coup parce que c'est important pour moi. Oui, mais monsieur. Bon, ben vous le faites. Ping, allez, au revoir. Il n'y a même pas eu de casting. Il n'y a pas eu de casting. Incroyable. Ouais. Petite question à vous. Qui c'est la poule ou l'œuf? Qui est d'après vous en premier? C'est Capital d'M6. Capital d'M6, 1988. Capital, le journal, 1991. Je pensais que c'était l'inverse. Ouais. J'avoue aussi que vous m'apprenez quelque chose. Ah bon? Ouais. Je pensais que c'était le magazine d'abord. Forcément, moi, c'est mon bébé. Donc oui, je m'occupe de ma boutique. Et bien voilà. Bon, 88. On l'avait, 88, la première émission de Capital, c'était le vendredi soir, c'était une demi-heure avant que ça devienne la grande émission. On l'avait connu boxeur, Valérie, et on le savait footballeur, le président Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Avec un but exceptionnel quand même. Enfiler les crampons. Ouais. Il a mouillé le maillot, voilà un peu. Alors avec des champions sur le terrain, même s'ils étaient septuagénaires, les champions. Et du coup, BFM hier soir, ils se sont un peu moqués de ce match. Écoutez, c'est plutôt drôle. Les commentateurs sportifs considèrent que c'est une rencontre qui a été disputée sur un rythme de sénateur. Voilà, donc je laisse apprécier. Emmanuel Macron, lui, était un défenseur offensif. Il a beaucoup tenté, beaucoup couru, donc il s'est beaucoup épuisé. Beaucoup tenté, ça ne veut pas dire beaucoup réussi. Hein. C'est intéressant. Non, oui, c'est un terme. En fait, il s'est battu. Et pour finir, il a quand même eu droit à ce petit moment de satisfaction grâce à ce penalty. Il bougeait. Il n'a pas bougé une oreille, le gardien. Vous avez vu l'image. Il a l'âge de Joe Biden, le gardien. C'est extraordinaire. Effectivement, c'était pour la fondation des hôpitaux, nous dit Michael. Il a raison, c'était au profit bien sûr, des pièces jaunes de Madame Macron. Et toujours Stéphane, qui est d'humeur taquine ce matin, dit il a maigri des bras, Macron, ou il a fait un régime. Ah oui, alors il y a plein de gens qui ont remarqué ça aussi. Il y a eu des zooms et dans l'extrait que j'ai passé, ils en parlaient juste après, mais voilà. Bon, le but n'était pas spectaculaire. Non, mais c'était un peu rigolo. Alors, si en France, on a eu le duo des fils d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy, un nouveau duo la semaine dernière, Héritier, ont sorti un album. Vous savez qui c'est? C'est qui? Le fils de Paul McCartney et celui de John Lennon. Et vous avez écouté un petit peu ou pas? Pas du tout. Alors, je vais vous faire écouter le premier titre, ça s'appelle Primrose Hill. Et le son, ça ressemble à la couleur des Beatles. Ah, ça rend nostalgique, absolument. Primrose Hill est une colline qui surplombe Londres. Et ça fait penser évidemment à The Fool on the Hill. Mais je ne savais pas que c'était un album complet. J'ai peut-être dit une bêtise. En tout cas, c'est le premier titre. Vous me faites douter, Valérie. Pourquoi vous dites ce genre de choses à l'antenne? Dites-le moi après. Vous me dites... vous lancez un album, moi je pense que votre info est vérifiée. On va vous envoyer faire un stage chez Capital. Le nouveau Capital qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. La une consacrée au business des chefs, de nos chefs étoilés. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Élodie Mandel. Vous êtes la directrice des rédactions économiques de Prisma, du groupe Prisma, et vous venez nous parler du nouveau Capital, le magazine Capital, qui a été entièrement repensé avec cette une genie des fourneaux et des affaires, les chefs nous ouvrent leur cuisine et leur compte. Un magazine donc entièrement repensé. On précise que vous êtes dans le top 10, c'est ce que je vous disais hors antenne, des meilleures ventes. 10 millions, vous me disiez, de lecteurs uniques. Oui, tout à fait. C'est énorme. Top 10 des plus grosses marques de presse magazine. Donc oui, évidemment, on est très fiers parce que notre projet, en fait, c'est justement de réconcilier les Français avec l'économie et avec l'argent. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un sujet prégnant et du quotidien. Et le fait de pouvoir s'adresser à un large public et pas seulement aux initiés, c'est ça un peu notre mission. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la précédente formule de Capital? C'est plus grand public, c'est plus pointu. Quelle a été votre direction de travail? Alors, on a plusieurs directions. L'essentiel pour nous, en fait, c'est l'éducation financière. De pouvoir se dire en fait qu'on est tous intéressés par l'économie, y compris si on n'a pas fait HEC. On peut avoir fait HEC, mais en tout cas pouvoir dire aussi qu'on va s'adresser aux étudiants, aux plus jeunes. À mon époque, qui date d'il y a quelques années, il y avait la filière ES. Bon, maintenant il y en a plus, etc. Mais justement, on a fait un sondage qui montre que les Français et l'économie, c'est un peu comme les Français avec les maths. Oui. Pour dire les choses, on n'est pas brillants. Je me sens très concernée. Et en même temps, l'économie, on est tous concernés. Ouais, Hier, sûr. dans l'actu, on parlait du bulletin de paye. Ouais. Qui sait lire complètement sur bulletin de paye? Pour te dire, moi-même, la première, quand je vois mon bulletin de paye, voilà, il y a certaines lignes qui sont pas extrêmement transparentes. Donc, de pouvoir décrypter le monde dans lequel on est, pour en fait aussi pouvoir mieux consommer et pouvoir agir en fait sur sa vie quotidienne. Donc c'est à la fois le placement, l'immobilier, la grande conso. Quand on voit que le prix de sa bouteille d'huile d'olive a triplé en 2 ans, effectivement, c'est un sujet qui est concernant. Et on voulait montrer que l'économie, c'est pas chiant. Ce qui parfois peut être un peu, notamment si on a eu un mauvais prof d'éco, un peu l'idée populaire. Donc justement aussi pouvoir parler du sport business, de lifestyle, en fait, dire en fait que tout est économie. Le cinéma, la musique, c'est de l'économie, notamment pour le site internet, on a fait une grosse enquête sur Taylor Swift. En fait, évidemment, c'est aussi de l'éco, c'est du marketing. Et du coup, on se dit en fait qu'on va intéresser un large public à tous ces sujets. Oui. Mais par exemple, est-ce qu'un numéro, vous avez fait, c'est un peu marronnier, mais le salaire des animateurs télé, est-ce que ça marche mieux que l'effondrement de l'immobilier en France? Ce qui va marcher, si on le savait, j'adorerais, et j'aurais une boule de cristal et du coup je ferais des top cartons, on va dire, sur chaque papier. C'est quoi par exemple le top vente de vos numéros par rapport aux couvertures? Alors, nos sujets, on appelle marronniers, effectivement, c'est l'immobilier, les retraites, les placements, les résidences secondaires. Évidemment, ça fait partie de nos fondamentaux qui sont appréciés et encore plus en ce moment, on le voit avec les taux de l'immobilier, les gens se posent plein de questions. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Est-ce qu'il vaut mieux être locataire, propriétaire? Oulala, et si j'investis? Où, comment? Les Pinel? Enfin bref, plein de questions très pratiques, très concernantes et ça bouge très vite. Donc effectivement, ces sujets-là restent nos fondamentaux. Donc évidemment, on va continuer à les faire et puis on les traite, j'allais dire, au quotidien sur le site internet, notamment avec le baromètre des grandes villes, etc. Et puis effectivement, il y a ces nouveaux sujets, comme là en l'occurrence notre dossier de couverture sur le business des grands chefs. Voilà, on a aussi envie, en fait, dans cette nouvelle formule, de pouvoir ouvrir à des sujets qui n'auraient pas forcément eu leur place dans l'ancien Capital. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a une espèce d'usure. J'allais dire, c'est comme une émission de télé ou de radio. Si on traite toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire que vos fidèles, à un moment, ils vont se dire, oui, on a aussi envie de nouveautés. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on a envie d'expérimenter. Pour revenir à ma question, est-ce que ces sujets plus people, on va dire, se vendent mieux? Et d'autres questions sous-jacentes. Aux États-Unis, on mettrait en une un animateur qui gagne, tout le monde trouverait ça génial, etc. En France, France, il y a quand même un tabou avec ces people ou avec les grands chefs. Ils n'ont pas forcément envie de dire qu'ils ont 15 restaurants, qu'ils y sont jamais. Ouais, vous posez la question effectivement du rapport à l'argent et là-dessus, c'est sûr qu'en termes de culture, les anglo-saxons versus les français, voilà. Ça justement, pouvoir dire en fait que l'argent, c'est pas sale. Saluer les réussites, c'est ça aussi en fait les fleurons économiques. Oui, je vois, il y a Sephora, la vraie influenceuse beauté, c'est elle, et c'est cette saga en fait du succès de Sephora qui est décryptée et analysée sur un long article et sur une longue enquête. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi la fierté de la réussite de certaines marques françaises. Oui, comment Sephora, petit à petit, en fait, a grappillé sur ses concurrents, comment en allant chercher des marques de niche, etc. Et également avec une
dimension sociétale. On a beaucoup parlé du phénomène des Sephora Kids ces dernières semaines. C'est en fait sur les plus jeunes, des pré-ados qui ont une routine beauté. Dès 8 ans, 9 ans, c'est ça. Voilà, le rétinol à 8 ans, non, c'est pas la peine déjà. Même si effectivement prendre soin de soi, oui, ça c'est important. Mais qu'est-ce que ça dit aussi notre société ? Avoir aussi un angle sociétal et pas seulement économique pur et dur. Effectivement, c'est un type d'éclairage, un contrat de lecture qui m'intéresse. Il y a toujours eu un côté aussi poil à gratter de Capital. Il y a toujours eu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la glorification non plus, le cirage de pompe, pour parler un peu trivialement, des sociétés. Il y a toujours eu quand même des enquêtes qui dérangeaient. Oui, tout à fait. Des enquêtes de fond, et forcément, lorsqu'on enquête, lorsqu'on gratte, oui, il peut y avoir des petits coups de griffe. Le but, en fait, c'est pas être manichéen. Et effectivement, tout n'est pas noir ou blanc, ça se saurait. Donc, l'art de la nuance, je pense aussi que c'est important dans le travail journalistique, d'où l'intérêt de faire des grandes enquêtes sur une vingtaine de pages. Comment vous gérez avec la régie pub ? En l'occurrence, à partir du moment où nos enquêtes la régie pub ne peut pas dire attention, vous tapez sur un de nos annonceurs. Si vous faites le système économique de L'Oréal, c'est un sujet qui est possible dans Capital ? Oui, bien sûr. En l'occurrence, on travaille, mais avant tout, c'est la rédaction en fait qui choisit les sujets de Capital, les coups de Capital. C'est pas la régie pub. Non, jamais. Vous n'avez jamais eu une intervention par rapport à ça ? Non, les choses sont très claires là-dessus. Et les gens qui attendent de retrouver l'émission télé dans le journal, ça existe encore ou pas vraiment ? Alors parfois on me pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Alors il se trouve non, pas du tout. Après si Julien Courbet veut venir nous faire un petit coucou à la rédaction, ce sera avec grand plaisir. Faites une enquête sur ses salaires. Non, mais au-delà du sujet des salaires... Le système Courbet, allez-y. Est-ce le côté en fait de connaître le salaire d'un tel et un tel, oui ça peut intéresser, mais en fait on est aussi un tout petit peu sur, j'allais dire sur la mousse, quand on est à la radio, donc on voyait pas mon petit geste, mais expliquer le business, expliquer pourquoi effectivement, oui, un grand chef, il gagne de l'argent, mais en fait c'est une entreprise. Si on parle par exemple de Cyril Lignac, aujourd'hui il emploie des personnes, il ouvre des restaurants, c'est une réussite, et moi je trouve son parcours particulièrement... inspirant dans le sens où c'était un des premiers à aller sur les émissions de télé et s'est pris, alors lui en l'occurrence, des coups de griffe de la part de ses petits camarades, les mêmes petits camarades qui aujourd'hui se précipitent également sur les émissions. Donc je trouve justement en fait de pouvoir mettre en avant qu'aujourd'hui un grand chef, oui, il faut être très doué en cuisine mais également en marketing sur les réseaux sociaux, c'est tout à son honneur en fait. Donc moi je trouve ce type de parcours inspirant, et on le voit aujourd'hui dans les écoles de cuisine, il y a plein de jeunes qui vont faire un CAP. Oui, ça a vraiment changé l'image des chefs et ça a suscité pas mal de vocations. Alors, économiquement, c'est dur pour les chefs. Oui, mais justement, c'est ce que vous racontez visiblement dans le dossier, c'est qu'ils sont obligés d'avoir aussi des contrats annexes avec des marques ou d'ouvrir des restaurants à l'étranger d'être conseil aussi. Ils sont obligés d'avoir des revenus supplémentaires. C'est qui le lecteur de Capital ? Alors j'allais dire c'est monsieur et madame tout le monde. Le côté populaire, grand public, c'est un mot que j'aime bien et que je revendique. En fait, on a envie de se dire effectivement que on a forcément les dirigeants, patrons, pas forcément de grandes entreprises, mais effectivement le petit patron. Mais on a envie d'ouvrir. Donc les étudiants, j'en parlais un petit peu, mais également aux indépendants. En fait, aujourd'hui, on le voit, le rapport au travail, il évolue beaucoup. L'épanouissement peut passer par le salariat, mais pas que. Et donc notamment pour à la place des indépendants. On parle beaucoup de coach, etc., de reconversion, et de se dire, en fait, dans son parcours pro, on va avoir plusieurs vies. Et ça, du coup, pouvoir aussi être dans le guidage, dans l'accompagnement. Et au final, en fait, tous ceux qui s'intéressent au monde qui nous entoure et qui cherchent des sujets avec un pas de côté, une aspérité par rapport ou à la presse quotidienne ou par rapport aux hebdos, je pense et j'espère, peuvent s'y retrouver dans les différentes enquêtes de Capital, parce qu'effectivement, dans le sommaire, on balaye un nombre de thématiques et de territoires très différents. Très, très large et très, très vaste. Est-ce que vous avez une cellule d'investigation ? Est-ce que quand il y a eu des rumeurs, par exemple, sur le coût des vaccins, sur ce qui va se passer là aux élections européennes, sur les différents scandales financiers qui sont parfois à la une des journaux, est-ce qu'à ce moment-là, vous mettez en route des enquêtes ? Comment ça se passe ? Alors oui, on a une cellule investigation et enquête, tout à fait. Donc en fait, sur un mensuel, d'ailleurs c'est tout l'intérêt du temps long, c'est de pouvoir enquêter sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc en fait, lorsqu'on se fait un point hebdo donc sur les différentes enquêtes, on a en fait plusieurs temporalités. Parce qu'effectivement, là, on va bientôt boucler le numéro 2, mais on travaille sur le numéro 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Il y a des enquêtes qui sont lancées plus longtemps à l'avance. Exactement, et pouvoir piloter, en fait, quand notre enquête est prête, de pouvoir la monter en une du prochain numéro. Mais effectivement, pour ça, il faut lancer, j'allais dire, un maximum d'hameçons. Et puis parfois, certaines enquêtes, elles aboutissent pas. Mais par exemple, vous démarrez une enquête, puis vous apercevez
que la semaine d'après, c'est Cache Investigation qui sort un dossier. Vous continuez l'enquête ou vous avez est-ce que la télévision vous parasite? Il y a de plus en plus d'émissions économiques et d'enquêtes. Ce soir, dans le complément d'enquête, il y a, on en a parlé hier, une enquête sur le coût de l'apprentissage. Est-ce que derrière, ça vaut le coup de refaire un dossier sur le coût de l'apprentissage et sur les mesures prises par le gouvernement? Alors ça, c'est notre sujet non seulement avec la télévision, mais aussi avec la presse quotidienne, avec la radio, etc. D'où le choix aussi du temps long, d'être en mensuel pour pouvoir faire un pas de côté. Donc pouvoir faire aussi des grands portraits, des récits, et en se disant en fait, on va éviter justement de courir après l'actu parce qu'on peut pas courir après l'actu. Déjà parce qu'on est en mensuel, et du coup il y a des délais de bouclage, etc. Et qu'on choisit donc les sujets très en amont par rapport à la sortie et à la publication de nos numéros. Alors oui, après ça peut arriver. Donc si on se dit qu'il y a un gros sujet, mais en fait dans notre enquête, le but justement c'est de sortir de l'info. Donc ce sera une info à nous. Et si elle intervient en complément d'autres choses, même si ça peut faire caisse de résonance, en un sens, il y a une complémentarité, oui, bien sûr. Vous avez une cagnotte de procès ? Comme tout média, j'allais dire, on mesure nos risques et on sait que quand on fait de l'investigation, qu'on enquête, oui, on a un service juridique qui est habitué à travailler sur ces sujets-là. Vous aurez qu'avec Gala et Voici, parce que Gala était avant chez vous et Voici, le groupe Prisma. Gala pas trop. Gala pas trop. Il n'y a pas eu trop de procès. Non, il n'y a pas eu trop de procès. Sur des sujets différents, mais effectivement, ça fait partie du métier de journaliste. Oui, c'est des enquêtes longues. Je vois un dossier sur Tony Estanguet, sur son irrésistible ascension, donc sur plusieurs pages, mais je vois à la fin, en encadré, son salaire, une polémique qui dure. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même ce petit poil à gratter qui est là, où vous n'occultez pas les sujets qui fâchent et qui complètent un portrait qui pourrait être hagiographique et pour le coup qui ne l'est pas parce que la nuance dont vous êtes dans la nuance. C'est ça qui est intéressant. Je vois aussi en une, vous avez mis patrimoine, nos placements insolites et ultra rentables. Est-ce que les Français sont encore attirés par les placements? Ça les intéresse? Alors oui. Et est-ce qu'il y a des placements insolites et ultra rentables? Alors les bas de laine des Français. Rouge, donc. Oui, tout à fait. Et c'est que la dimension argent, placement, ça fait partie de notre ADN. Bon, on le voit, en fait, la cagnotte du livret A a jamais été aussi importante. Donc oui, les Français épargnent. Et là, est-ce qu'ils vont faire des placements risqués? Alors, risqué, c'est autre chose. C'est le parking, des choses comme ça, non? C'est quoi? Non, là, en l'occurrence, c'est investir comme les ultra-riches. En fait, l'idée, c'est de pouvoir expliquer comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde, moi, je peux investir un morceau sur un cheval de course, sur une œuvre d'art, sur un sac de luxe. En fait, des placements auxquels on n'aurait pas pensé, qui peuvent faire rêver. Un petit bout d'un yacht, par exemple. Oui, c'est possible. Évidemment, je ne pourrais pas acheter le yacht en entier, mais un petit bout, une quote-part, oui, je peux. Et ça rapporte. Tout à fait. Et le sac de luxe, comment on peut investir dans un sac de luxe? Alors, en l'occurrence, il y a des enchères, et notamment chez Christie, Sotheby's, etc., sur par exemple des Birkin, Hermès, sac Croco, etc. Et effectivement, aujourd'hui, le sac de luxe est un placement. Et un placement rentable. Il y a eu une vente hier aux enchères, justement chez Christie's. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous joindre. Voilà, c'est ça. Non, l'autre jour, j'avais un rendez-vous juste à côté. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller regarder. Il y a 2-3 galeries pour le plaisir. Et c'était fascinant de voir. Et les prix, mais incroyables, jusqu'à des 300 000 euros pour des sacs en croco. Ouais, absolument. Il y a ça, il y a le vin, il y a beaucoup de placements, effectivement, que vous détaillez. Alors, Moulin Rouge derrière le chauve, des artisans d'exception, pas de bol. Vous avez entendu, non? Les ailes du Moulin Rouge qui se sont en plus, je suis quasiment voisine du Moulin Rouge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est monté dessus. Ah bon? Ce matin, j'entendais qu'il disait qu'il ne savait pas comment c'était tombé. Si, il y a quelqu'un qui est monté dessus, qui a fait l'idiot, et évidemment, ça s'est décroché. Ça, c'est... les ailes, justement, il faudra reconstruire. Il faudra faire appel aux artisans. Comment vous arrivez à gérer justement le numérique et le papier? C'est un auditeur qui pose la question. Et le côté numérique, comment le développer? Qu'est-ce que vous proposez de différent? C'est une bonne question, merci à l'auditeur. Il y a une vraie complémentarité en fait entre les différentes jambes de la marque Capital. C'est vrai que vous parliez de refonte tout à l'heure, c'est vraiment un écosystème. Donc oui, c'est un nouveau magazine, mais c'est également un nouveau site. Sachant que le site, c'est le premier site éco de France, donc c'est important. Devant le Figaro, devant les Échos. Sur la partie éco, parce qu'en l'occurrence, Figaro, on est sur un généraliste. Mais effectivement, oui, à peu près 2 fois plus puissant que les Échos. Après, on est sur un modèle économique différent. Mais effectivement, on est à plus de 11 millions de visiteurs uniques sur le début de l'année.
Donc oui, un site qui est très puissant. Et pourquoi est-ce qu'on l'a refait ? En fait, pour pouvoir mettre mieux en avant nos contenus, mieux les hiérarchiser. Donc là, par exemple, lorsqu'on va sur le nouveau site, on voit qu'il y a la data vis du jour, l'enquête de la rédaction, la sélection des sujets. Pourquoi ? Parce que le web, ça va très vite. On publie une quarantaine de papiers par jour et les papiers s'enfoncent assez rapidement. Mais c'est rentable encore, la presse, d'une manière générale, parce que 40 papiers par jour, ça veut dire beaucoup de journalistes, beaucoup de salaires. Alors oui, Capital est rentable, et c'est aussi pour ça qu'il faut se renouveler, c'est-à-dire en fait aller chercher des nouveaux lecteurs, intéressés. Moi je crois une politique de l'offre, parce qu'effectivement on sait qu'on est dans un marché économique qui est difficile, on va pas se cacher, et puis il suffit de regarder effectivement les chiffres par ailleurs. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'on a besoin du digital. Très clairement, le digital, c'est la locomotive business de la marque. Et dernière question d'un auditeur, est-ce qu'il y a des sujets tabous comme le business de la mort, par exemple ? Alors c'est un vrai sujet et qu'on a traité, notamment au moment de la Toussaint. Donc non, c'est pas un sujet tabou. Mais vous le mettrez pas en une. Vous le mettez pas en une. En une, pas forcément. Non. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en kiosque, est-ce que c'est le sujet qui va attirer le plus les lecteurs ? Voilà. Mais par contre, le traîner. Et sur le site internet, on l'avait fait assez. En tout cas, là, on a envie de lire effectivement Génie des fourneaux et des affaires. On voit Thierry Marx, on voit Anne-Sophie Pic, on voit Cyril Lignac sur cette une. Les chefs nous ouvrent. Ils n'ont pas posé pour vous. Alors certains ont posé, mais pas tous. C'est vrai ? Voilà. Ils ont un emploi du temps de star, j'allais dire, et effectivement tous les réunir, on aurait adoré, mais là on n'a pas pu le faire. Compliqué. Le nouveau Capital en kiosque aujourd'hui, et puis le site Capital, c'est quoi, capital.fr ? Tout à fait. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Élodie Mandel, et puis n'hésitez pas, alertez-nous quand vous avez des sujets, on vous invitera pour en parler. Tout de suite, on va parler investigation, évidemment, dans un instant avec Guillaume Maurice. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, le supplément média. Le supplément média avec notre invité Guillaume Maurice. Bonjour. Bonjour. Non, pas Guillaume Meurice. J'imagine qu'on doit souvent faire. C'est beaucoup moins drôle. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous êtes le PDG de Coverfilm, donc c'est une société de production. Ce soir, France 2, 21h10, envoyé spécial quand la police piège la messagerie du crime. C'est un document assez incroyable qu'on va pouvoir découvrir dans Envoyé spécial. Et puis, vous êtes en concurrence avec vous-même, puisque sur Gulli, tous fous de concours insolites, c'est les concours les plus championnats, les championnats les plus dingues, les plus loufoques. Les concours de la Coupe Mulet dans la Creuse, la course des serveurs et garçons de café à Limoges et le championnat du monde de lancer de cruche en Gironde. J'ignorais même que ça existait. Donc, on voit que vous êtes un producteur éclectique. C'est présenté par Jérôme Anthony, c'est ça, absolument. Ce soir. On va parler plus précisément d'Envoyé spécial quand la police piège la messagerie du crime. Racontez-nous un petit peu comment vous avez réussi à vous infiltrer, parce que c'est exceptionnel ce document quand même. Vous avez réussi à rentrer dans des messageries, dans des téléphones cryptés qui coûtent $2000, c'est ça, et qui ont une durée de vie de 6 mois d'abonnement. Voilà. Alors nous, nous avons suivi les policiers qui se sont eux infiltrés dans cette messagerie cryptée, en effet, type WhatsApp, mais vraiment cryptée, et qui a été utilisée par énormément de membres du crime organisé mondial. Et notamment aussi, des grosses et des petites pointures, des grosses pointures. Ils ont arrêté le nouveau Pablo Escobar en Colombie grâce à ça. Ils ont arrêté aussi le patron de la mafia italienne à Dubaï grâce à cette infiltration. Ça a duré 2 ans, pendant lesquels la police judiciaire française, en effet, a espionné tous ces membres de la criminalité organisée qui parlaient comme s'ils étaient vraiment entre eux, en clair, dans leur jargon, c'est-à-dire avec leur vrai nom, leurs vraies adresses, les photos, les vidéos de livraison de cocaïne, d'exécution, de torture. C'était vraiment... Ils ne se sont jamais méfiés. Non, on leur avait vendu une solution totalement safe et qui au final ne l'était pas tant que ça, c'est vrai, puisque... Alors qui qui a créé cette application ? Alors en fait, ça a été créé par un informaticien canadien qui est toujours au Canada, avec un mandat d'arrêt international d'ailleurs sur lui. Et alors lui, sa version quand même, c'est qu'il a juste créé une application cryptée et que ça a été détourné par les membres de la criminalité organisée à des fins criminelles. Lui n'y est pour rien. En tout cas, c'est ce qui... Mais vous pensez que après, c'est...
Lui a eu l'idée de se dire, je vais créer la messagerie pour les mafieux et les crimes. Alors ça, je peux pas le dire comme ça, parce que mais ça serait... c'est un peu ça l'idée, c'est assez fou. C'est en tout cas à ça que ça a servi. C'est assez fou. Quoi. Exactement, c'est vrai. Hein. Et si vous voulez, c'est la première fois en effet que la justice, donc les magistrats et les enquêteurs de la police judiciaire donnent un accès à cette enquête hors du commun, puisqu'il y a quand même 1 milliard de données qui ont été interceptées, donc c'est gigantesque. Ouais. Et sachant que le jackpot pour la France, c'est que toutes les données étaient hébergées sur des serveurs en France. C'est incroyable. Donc la France est au cœur de toutes les affaires qui touchent les polices du monde entier. C'est l'Office anti-cybercriminalité, l'OFAC, que vous avez suivi et qui a été sollicité par les polices du monde entier. C'est une unité très particulière de la police judiciaire. Et c'est vrai que dans le reportage, il y a des extraits de conversation qui sont glaçants. C'est-à-dire un qui dit en particulier qu'il a exécuté un de ses rivaux. Oui, tout à fait. C'est l'enregistrement d'un tueur à gages français dans le sud de la France qui explique comment il a exécuté quelqu'un qui était gênant pour son business et qui en parle en effet d'une façon, enfin vous verrez ça ce soir, mais très ça fait froid dans le dos. Pourquoi les policiers ont accepté ce reportage ? Alors je pense qu'ils avaient à cœur de montrer justement le côté complètement dingue de cette histoire et de montrer aussi, c'est vrai, leur travail. On voit assez peu le travail de la police judiciaire à la télévision en France parce qu'en effet, ce sont des accords compliqués à obtenir. Il faut convaincre aussi les magistrats qui sont sur ces dossiers. Donc c'est vraiment pas facile. Oui, puis à noter que vous avez produit aussi la série BRI sur Canal+, donc vous êtes bien infiltré dans ces milieux policiers. Alors c'est vrai que j'ai un bon réseau police-justice en effet, et voilà, c'est des gens qui font, je trouve, un travail formidable, bien sûr, et qui méritent d'être mis en avant. Et c'est vrai que la police judiciaire, on peut pas le faire si souvent que ça. Donc là, je suis très heureux que ce soit en prime sur France 2 d'Envoyé spécial. Absolument. Et en plus, c'est vrai une enquête incroyable, digne des scénarios d'Hollywood, quoi. Ah ouais, c'est vraiment, c'est un polar, c'est un gros polar. Il y a eu des arrestations, des saisies d'argent très importantes. Bien sûr. Il y a eu 5000 arrestations et puis 700 millions d'argent sale ou d'avoirs criminels qui ont été saisis. C'est ça. Ah oui, non, mais les chiffres sont incroyables et c'est pas terminé, puisque donc il y a 1 milliard de données à exploiter. Pour l'instant, on est très loin d'avoir exploité toutes ces données-là. La police est très loin d'avoir exploité toutes ces données-là, et donc il va y encore avoir de nouveaux procès. Pourquoi ils se sont pas méfiés ? Les criminels, vous voulez dire ? Encore une fois, ils faisaient confiance à ce téléphone-là, et puis c'est un truc qui s'est répandu dans le milieu, en fait, qui se vendait un peu sous le manteau. Ouais, c'est devenu hype. Voilà, c'est devenu hype. Tu n'utilises pas Skype pour communiquer, pour tes trucs, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, c'était parfait pour la police judiciaire française et belge au départ quand ils ont trouvé la faille dans le système. Et ça sert de preuve pour la justice, ces échanges, ou pas ? Est-ce que ça a une valeur ? Est-ce qu'on peut dire, oui, enfin non, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi qui avais le téléphone. Alors c'est une question très intéressante. Ça, on a modifié le texte, je vous remercie. C'est une question très intéressante parce que justement, la défense des avocats, des criminels qui sont arrêtés et condamnés avec les preuves SkyUCC est d'attaquer la validité des preuves SkyUCC. Et bien sûr. Mais pour l'instant, les décisions qui ont été rendues en Italie, en Serbie et dans plusieurs pays européens ont donné la validité de ces preuves issues de SkyUCC. Parce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Non, je rigole. Non, mais après c'est très technique si vous voulez, le côté pourquoi ça aurait pu être pas recevable, mais en tout cas pour l'instant ça a été jugé recevable par les cours. Mais c'est vrai qu'on a dans le reportage des conversations absolument glaçantes et saisissantes. C'est vraiment oui, quand vous parliez de film, c'est des scènes en Serbie, c'est un assassinat au hachoir. Et Serbie, tout ça est entendu dans ce que les policiers ont pu recueillir en audition. C'est vrai qu'ils ont découvert des choses qu'ils soupçonnaient, mais qu'ils ne connaissaient pas encore. Ils ne pensaient pas que le crime organisé allait aussi loin, était aussi organisé et avait aussi ubérisé leur activité. C'est-à-dire que tout est très compartimenté entre ceux qui livrent, ceux qui produisent, ceux qui tuent. Ceux qui vont faire de l'extorsion. Et on se demande quand même, pardon de vous interrompre, comment on en arrive là. Comment un auditeur me dit la France c'est le paradis des escrocs, c'est une passoire et incompétence des infrastructures. Alors non, pas tout à fait, puisque là on vient de réussir à hacker ça, mais c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur... C'est pas une appli française, c'est que... Oui, mais ils sont hébergés, c'est hébergé en France, c'est ça. Oui, bien sûr, mais c'était en effet une application canadienne et qui était utilisée pas qu'en France. C'est-à-dire que vraiment, c'est un réseau mondial. Il y a des criminels
criminels aux États-Unis, en Russie, en Colombie, enfin dans tous les pays du monde. En Serbie, voilà, c'est mondial, exactement. Ouais. Et si vous voulez, c'est vrai que la Serbie, on vous le verrez ce soir, mais c'est une maison de l'horreur qui a été découverte carrément. C'était un lieu où il y avait un clan mafieux serbe qui exécutait, torturait et découpait à la fin au hachoir, en effet. Donc on peut imaginer qu'est-ce que vous disent les policiers, qui vont trouver d'autres systèmes pour communiquer, forcément. C'est-à-dire que de toute façon, la nature a horreur du vide, donc. Exactement. Les criminels vont forcément trouver un nouveau moyen crypté pour communiquer, et les policiers vont se remettre dessus. De toute façon, c'est l'éternel jeu du chat et de la souris. Avec les criminels qui essaient de trouver des solutions pour échapper aux forces de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, les criminels, alors là, c'est aux producteurs de la BRI et autres dont je pose la question, est-ce qu'ils ont moins de... Enfin, c'est compliqué, mais moins de sentiments qu'avait il y a 10-15 ans, on tuait vraiment en dernier recours. C'est-à-dire qu'on allait le voir, on faisait chanter, et puis si jamais on commençait à faire quelques menaces, on commençait à faire une bagarre, maintenant on tire tout de suite en fait. Alors non, mais c'est vrai que ça dépend dans quel pays. Par exemple, en Amérique du Sud, évidemment, ils ont une violence par arme qui est beaucoup plus forte que chez nous. Mais en Europe et en France, c'est vrai que les méthodes deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus rapidement. Sous le modèle, justement, d'ailleurs, des cartels de narcos sud-américains. Et avec l'essor, c'est vrai, des réseaux sociaux et des communications cryptées ou pas d'ailleurs, où sur TikTok, presque, vous pouvez trouver des annonces pour un tueur à gages qui va tuer quelqu'un pour 10 000 euros, quoi. Ouais, hier, donc, on a vu, ce soir, dans Envoyé spécial, on va pouvoir... Juste après Envoyé spécial. Non, je parlais pas de ça, je parlais du TikTok. C'est sur Arte. C'est sur Arte, où TikTok laisse publier des annonces faites par des passeurs, des dizaines d'annonces. Ils disent qu'ils mettent régulièrement, qu'ils font le ménage, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Voilà. La réalisatrice, la journaliste, c'est Mathilde Gautry, il faut la signaler, la mentionner. Elle mérite qu'on la mentionne. Ça a été une longue enquête. Comment ça s'est passé? Ça se passe sur combien de temps, un reportage comme celui-là? Écoutez, là, entre les négociations, le tournage et le montage, c'est quasiment 18 mois de travail quand même. Non, c'était très très long. Rien que la phase de négociation pour obtenir les autorisations était très très longue. Et après, Mathilde Gautry, en effet, a réalisé un travail vraiment incroyable d'acharnement pour vraiment passer beaucoup de temps avec les enquêteurs et puis savoir... Il y a des choses qui ont dû être cachées, qui ont dû être... Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a eu des menaces? Non, parce qu'elle suivait les policiers. Elle était pas en infiltration. En Serbie, c'était quand même une ambiance un peu spéciale, en tout cas, on va dire, parce que c'est vrai que le procès était très, très vraiment sous haute protection. C'était un peu comme le procès des juges anti-mafia dans les années 80 en Italie, où ils faisaient quand même sauter des ponts pour tuer les juges. Là, le juge serbe qu'on a suivi est pareil, sous protection 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que le Mathilde Gautry a réalisé un travail vraiment, vraiment dingue d'acharnement. Est-ce qu'elle a dû couper des choses? Est-ce que les policiers, il y a eu où on lui a dit ça tu filmes pas? Alors on sait qu'il y a des éléments d'enquête qu'on ne peut pas révéler, voilà, pour ne pas mettre en péril des dossiers ou pour ne pas mettre en péril des sources, les méthodes d'enquête. Voilà, aussi. Exactement. Donc ça, c'est des limites que nous on se fixe en fait. C'est pas des limites qui nous sont imposées, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que en effet, c'est un échange permanent avec les magistrats pour savoir justement comment on va raconter l'histoire, jusqu'où on peut aller. Et moi, en regardant le doc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ils n'ont pas laissé cette appli vivre pour justement se dire on a toutes les informations et on laisse vivre et on profite de les arrêter et autres. Je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied avec cette affaire parce que du coup, ils se sont coupés la source principale de ce qu'ils avaient en fait. Alors non, mais c'est en partie vrai, mais c'est pas totalement si simple. C'est-à-dire que ça a quand même déjà duré 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont aspiré le milliard de données. Et en fait, en Belgique, à un moment, il y a eu des menaces telles de la part des narcotrafiquants qu'il fallait intervenir, il fallait arrêter ces gens-là. Parce qu'il y avait des crimes imminents qui allaient être commis. Et ça pouvait passer que par l'appli. Et donc, voilà, ils ont commencé à arrêter des gens, si vous voulez, avec l'utilisation de cette application SkyECC. Et après, c'est comme un château de cartes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé d'arrêter certains criminels, il faut tous les arrêter parce que sinon, ils vont disparaître et faire disparaître les preuves. Donc ce soir, envoyé spécial, quand la police piège la messagerie du crime, c'est à ne pas manquer, 21h10, envoyé spécial. Et puis Gulli, en même temps, 21h10, tous fous de concours insolites, c'est vous qui produisez. Pour les enfants qui sont en vacances, sur l'autre écran. Et les familles. Et les familles, championnat d'Europe de la Coupe Mulet dans la Creuse, la course des serveurs et garçons de café à Limoges. Non, j'aime
bien le championnat du monde de lancer de cruche en Gironde. Rien que ça, ça vaut le déplacement. C'est sur Gulli, évidemment. Tout ça est en replay. Si vous ne pouvez pas regarder les deux, vous regardez. Les deux seront en replay. Voilà, vous regardez Gulli en famille et le crime après, et la police, la messagerie du crime après. Merci à vous, Guillaume Maurice, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Demain, on aura Bernard de la Villardière, Valérie. Oui, à tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.